Madame Aigneret, je ne vais pas revenir sur votre formidable parcours. Ici à Grenoble, tout le monde vous connaît et tout le monde vous admire. Et je dois dire que vous représentez pour nous tous quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes parmi nous tous ici la personne qui a touché du doigt l'infini. Nous, quand on s'intéresse à l'infini, on a nos montagnes, bien sûr, vous les avez vues, on a la mer, on a le désert, on peut regarder les étoiles, mais on reste sur Terre. Vous, vous êtes allé de l'autre côté, et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Ce que vos yeux ont vu, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Et je pense même que votre vision du village lunaire, c'est aussi peut-être pour nous faire partager un jour ce que vous avez vu et permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et c'est une très belle attention. Avant de vous passer la parole, j'ai une petite faveur à vous demander. Je vais à mon tour oser l'avenir, puisque tout le monde a osé l'avenir ce soir. Mais je vais me lancer aussi, parce que dans ce village lunaire, j'imagine qu'on fera pousser des plantes. Et si on fait pousser des plantes, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura l'idée d'y faire pousser de la vigne. Ah, il y en a qui me voient venir. Alors effectivement, peut-être qu'un jour, quelqu'un y fera du vin. Et ma faveur, c'est que j'aimerais que vous puissiez, ce jour-là, que la première cuvée s'appelle cuvée Fondation. Je vous remercie d'accueillir Claudie Aigneret. Bonsoir, merci. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous et simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans mes 2 missions spatiales, j'avais emmené du vin avec moi. Voilà, dans une bouteille plastique, parce qu'on est obligé de transférer pour ne pas garder dans un environnement vert qui pourrait se casser, mais pour la convivialité du partage en microgravité dans les stations spatiales. Oui, je suis ravie d'être avec vous à ce moment particulier de la Fondation et puis d'avoir pu effectivement profiter de ces talents des jeunes équipes qui ont présenté les projets. Et oser l'avenir, c'est vraiment une très jolie façon de se projeter et puis effectivement d'ouvrir les portes. Et je crois que ça résonne tout à fait avec ce qui m'a accompagnée tout au long de ma vie. Et on s'est bien rencontrés dans les premiers échanges et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors c'est vrai qu'on avait évoqué qu'est-ce que je pouvais vous proposer comme réflexion ou comme témoignage. J'ai eu la chance de vivre plusieurs vies. J'aurais pu choisir différents sujets. J'aurais pu, bien évidemment, vous parler du vol habité en orbite basse, parce que vous avez sans doute tous suivi le vol de Thomas Pesquet, qui est très occupé aujourd'hui à transmettre et justement à partager ces moments magnifiques qu'il nous a déjà bien fait partager pendant sa mission de 6 mois avec toutes les photographies qu'il a pu envoyer et puis les petits mots, les réflexions. Et vous savez sans doute qu'il a publié un super bouquin avec les photos là qui va sortir pour les fêtes de fin d'année. Je fais pas de promotion pour lui, mais moi ces images me font toujours rêver. Peut-être parce que j'ai fait un vol de courte durée, que j'avais pas eu le temps de suffisamment apprendre par cœur la Terre, comme le disent les astronautes qui font des vols de longue durée. Et donc c'est un bonheur absolu que de regarder ces images. Alors j'aurais pu vous parler de ça, j'aurais pu vous parler de ce qui a été le fil directeur de toute ma vie, qui sont les sciences et les techniques, abordées par différents aspects. Sciences et techniques, et vous l'avez bien présenté ce soir, et ça fait partie de votre réflexion à la Fondation et dans les beaux instituts de recherche et écoles d'ingénieurs qui vous accompagnent. C'est vraiment 2 piliers essentiels pour essayer de trouver quelques solutions aux enjeux et aux challenges du XXIe siècle. Pour qu'on soit, vous l'avez dit tout à l'heure, non pas dans des futurs subis, mais dans des futurs souhaités, des progrès pour notre humanité, donc des acteurs responsables pour qu'on ait des clés de compréhension. Pour moi, sciences et techniques, c'est vraiment ce qui nous donne cette capacité à l'émancipation, à trouver de la liberté quand on comprend les démarches et quand on a les outils dans la main, on peut être davantage libre. Et c'est un espace de liberté que la science et la technologie.
Sur le plan politique, je fais un petit peu le tour de mes vies sur le plan politique, je trouve que c'est important aujourd'hui, alors peut-être encore plus en contexte actuel, de se dire que les décisions politiques doivent être argumentées par des évidences scientifiques. Je parle bien évidemment du changement climatique, et ces décisions politiques basées sur ces rationnels scientifiques sont quand même quelque chose d'important. Sciences et techniques, c'est aussi avoir l'esprit critique pour être en capacité d'exercer cette responsabilité. D'où l'importance de remettre les sciences en culture et la culture scientifique. J'ai eu la chance de passer 6 années dans des magnifiques musées de sciences, puis d'avoir eu le plaisir de venir voir la casemate ici à Grenoble. Remettre les sciences en culture, vous l'avez évoqué, une des équipes, en disant tout à l'heure, remettre les choses en contexte et remettre de l'humain au cœur de ces progrès de la science et de la technique. Et puis, sciences et techniques, je le vis aussi avec la nécessité d'embarquer la moitié des talents qui sont les femmes et qui pour l'instant ne représentent pas la moitié de ceux qui participent à la construction de la connaissance et à la mise en œuvre de la connaissance. Et dans les écoles d'ingénieurs, on est quand même plutôt autour de 22%, voire 15% dans les écoles du numérique, 22% dans les écoles d'ingénieurs classiques. Et c'est quand même dommageable pour toute l'intelligence dont on a besoin pour résoudre les enjeux du futur. Donc il y avait pas mal de femmes aujourd'hui, de jeunes femmes, et c'est bien, il faut qu'on continue à avancer. J'aurais donc pu vous parler de ça et vous parler aussi, mais je vais y arriver, de cette chance d'avoir eu plusieurs vies. Et je pense qu'au XXIe siècle, la plupart d'entre vous, même si vous êtes très fiers d'avoir eu d'être en fin de votre cursus, vous aurez sûrement plein de vies et plein de métiers différents. Au siècle dernier, on partait souvent sur un métier. Moi, je crois que j'ai eu un parcours un peu exceptionnel qui m'a permis de découvrir différents métiers. Mais vous, ça sera votre quotidien, et donc de constituer autour de vous des écosystèmes. Et l'important, c'est de ne pas refermer les écosystèmes, c'est de toujours laisser de la porosité pour que ça communique, pour qu'il y ait de la conversation et de l'échange. Et avec l'âge et avec le fait d'avoir connu différents parcours, c'est ce qui me donne cette capacité, aujourd'hui peut-être, de voir émerger des choses ou de me laisser emporter par des idées qui m'auraient pas séduit ou qui n'auraient pas émergé si j'étais restée coincée dans un seul écosystème. C'est un petit peu ce que j'appelle la sérendipité, et qui me donne toujours plaisir à découvrir des rencontres un petit peu extraordinaires par la communication, la conversation d'écosystèmes. Et donc nous avons décidé ensemble que ça serait pas ça le topo, parce que je voulais pas faire retour sur le passé, et ça c'est un petit peu le passé, et que je voulais faire avec vous un pas vers l'avenir. Donc je vais vous embarquer dans ce qui est mon travail aujourd'hui, après ces différentes vies que j'ai évoquées, d'astronaute, de médecin, de chercheur, de ministre et de président d'établissement public culturel. Je suis depuis 2 ans de retour à l'Agence spatiale européenne. Alors, je remets ça en contexte aussi. Je suis née en 1957. Pour moi, c'est 2 moments très importants. 57, c'est mars 57, la signature du traité de Rome, donc c'est mon étoile européenne. Et puis octobre 57, c'est le lancement du Spoutnik, le 4 octobre. Donc je suis née avec 2 étoiles, l'Europe et l'espace. Et donc je suis très heureuse d'être de retour à l'Agence spatiale européenne aujourd'hui. L'idée, le concept que je voudrais évoquer avec vous, on va essayer de le balayer assez vite, mais je voudrais vous embarquer dans cette histoire-là, c'est essayer de penser comment notre humanité va continuer à explorer. Nous sommes tous des explorateurs. Dans le passé, pas y revenir trop longtemps, voilà, il y a eu des découvertes d'espaces inconnus. Pour certains, vous avez évoqué les océans, qui sont encore d'ailleurs très mal connus aujourd'hui, et c'est encore un territoire à découvrir davantage. Et voilà, toujours aller plus loin. Et comment on s'embarque
dans une histoire comme celle-là, d'aller explorer du côté du spatial, exploration habitée. Souvent, il faut avoir quelque chose qui vous pousse, un désir, un rêve, quelque chose qui résonne et qui vous fait partir à l'aventure. Et moi, c'est cette image-là, et surtout 69. J'avais 12 ans, le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est vraiment quelque chose qui a enclenché en moi un désir et puis un constat. Des choses qui peuvent être du domaine de l'inaccessible, un rêve. Et bien un jour, ça peut devenir une réalité. Ce soir-là, en juillet 69, ce rêve inaccessible était devenu une réalité. Et c'est sans doute ça qui m'a fait prendre le numéro de téléphone de l'appel à candidature du Centre national d'études spatiales en 85, affiché sur les murs de l'hôpital Cochin où j'étais rhumato, et qui m'a donné la possibilité d'avancer dans cette aventure. Alors pourquoi on explore, pourquoi on va plus loin? L'Agence spatiale européenne, on s'est dit qu'on avait 4 I qui guidaient nos avancées. Bien sûr, on explore pour connaître davantage, acquérir de la connaissance, c'est ce qui est le inform. Bien sûr, on explore parce que ça nous conduit à penser de façon innovante, c'est le I de Innovate. On explore pour inspirer. Là, je vous ai mis la jolie image des 6 derniers sélectionnés astronautes européens de différentes nationalités. Thomas Pesquet en bas, Samantha Cristoforetti, qui est maintenant l'astronaute européenne qui a pris ma succession dans le corps des astronautes européens, un Anglais, Timothy, Andreas Mogensen, le Norvégien, puis caché derrière l'inspiration, c'est Alexander Gerst, l'Allemand, qui va partir l'année prochaine et qui sera commandant de la Station spatiale internationale d'ailleurs. Et puis le 4e I, c'est que pour explorer, on ne peut pas y aller tout seul, il faut y aller en interaction, en coopération avec d'autres partenaires. Et quand je suis arrivée à l'Agence spatiale européenne, il y a 2 ans, le directeur général de l'agence, Jan Werner, avait envie d'ouvrir les horizons, de nous obliger à se challenger, à changer un petit peu la façon de penser out of the box. Elle est arrivée avec cette vision de se dire pourquoi on n'imaginerait pas, après les étapes actuelles, ça vous reconnaissez la Station spatiale internationale qui est en orbite autour de la Terre, à 400 km en orbite, depuis 2000. En 2001, quand j'ai fait mon second vol spatial à bord de cette station, elle était toute petite. Il y avait 2 modules, un de jonction et un panneau solaire. Et vous voyez maintenant ce à quoi elle ressemble à la fin de sa configuration. Puis dans un petit coin, je vous ai mis l'autre station, qui est en orbite aussi. On en parle moins, mais on sait que les progrès sont considérables. C'est la station chinoise. Voilà. Et où on est d'ailleurs dans un début d'ouverture de coopération avec des partenaires chinois. Et en particulier, tout à l'heure, on a vu Samantha, qui est non pas à l'entraînement, mais a commencé d'être en interaction efficace avec les partenaires chinois et qui potentiellement pourrait un jour voler dans cette station. Thomas Pesquet aussi, d'ailleurs, se prépare. Donc, Jan Werner, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, nous a entraînés dans une réflexion. Quelles peuvent être les étapes après cette orbite basse, dont on sait qu'on va l'exploiter jusqu'en 2024, peut-être 2028. Pour l'instant, 2024, tout le monde est d'accord pour l'exploiter jusqu'en 2024. Et après? Alors après, il y a des réunions habituelles de nos partenaires, des grandes agences, l'agence américaine, la NASA, l'agence japonaise, l'agence canadienne, l'agence russe, Roscosmos, l'agence européenne, l'agence spatiale. Les Chinois font partie de ces groupes de réflexion, et puis les agences nationales, le CNES, l'agence française, l'agence allemande et italienne. Et aujourd'hui, on a tracé une trajectoire qui nous emmène vers Mars. Voilà, un objectif que tout le monde souhaiterait atteindre. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des sondes et des robots, des sondes automatiques qui sont sur Mars et qui commencent à l'explorer, qui sont soit des orbiteurs autour de la planète, soit qui sont posés à la surface, en particulier avec les robots américains. L'Agence spatiale européenne a une sonde prévue ExoMars pour 2020 qui devrait
atterrir et permettre de forer à 2 mètres de profondeur pour aller chercher là des traces potentielles de vie et examiner les eaux profondes et les eaux glacées. Voilà, mais Mars c'est quand même encore un petit peu loin. Quand je parle d'exploration habitée, il y a quand même pas mal de soucis physiologiques, médicaux, des radiations. Hein. On n'est plus du tout protégé par les ceintures de Van Allen. Déjà, il y a un niveau de radiation sur la Station spatiale internationale qui n'est pas très très élevé. Et moi, je dis souvent que j'ai pris 80% de mon cumul de radiation en passant les examens médicaux de la sélection et du suivi médical avec les IRM et les scanners, davantage que ce que j'ai vécu dans la station. Mais pour la Lune et Mars, les radiations, ça sera un sujet important. Et puis, c'est 18 mois de mission pour aller jusqu'à Mars, c'est 6 mois de trajet, 6 mois sur la planète, et puis 6 mois pour revenir, hein, parce qu'il faut que les trajectoires orbitales l'autorisent. Hein. On ne décide pas de revenir de Mars en décidant qu'on partira à J+24. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et donc il faut encore, pour envisager du vol habité sur Mars, se dire qu'on sera plutôt au milieu de ce XXIe siècle. Ce qui fait un objectif quand même un petit peu lointain. Et c'est ce qui chatouillait aussi un petit peu notre directeur général, de se dire, il va se passer quoi entre 2024, la fin d'exploitation de la Station spatiale internationale, et puis l'étape martienne. Alors, les partenaires ont réfléchi à ça. Il y a des idées, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appellent le Deep Space Gateway, le portail de l'espace profond, l'espace lointain. Ce sont les Américains qui ont proposé de mettre une station en orbite autour de la Lune. Et voilà, de faire de ce lieu, c'est aussi assez intéressant, un espèce de hub où on partirait de la Terre, on va rejoindre ce hub, station 6 lunaire, et puis de ce hub, on peut aller soit vers des astéroïdes, puisqu'on évoque la possibilité d'aller explorer des ressources sur les astéroïdes, soit partir justement vers Mars, et pourquoi pas de descendre sur la Lune, pour des petites missions courtes. L'idée là, du village lunaire, c'est une infrastructure permanente sur la Lune, qui serait préparée bien sûr par la robotique, et puis qui serait occupée, où on vivrait, on travaillerait. Ça ne serait pas simplement la visiter pour quelques heures comme on l'a fait pendant la période d'Apollo, mais pour y vivre plus longuement. Alors la Lune en plus, là je vous ai mis une image qui a été prise, c'était une super Lune de l'année dernière, en novembre. Vous savez qu'il y a eu une super Lune dimanche, et ça c'était au moment du tir de Thomas Pesquet, le 14 novembre 2016. Et c'est une photo d'un photographe américain qui fait des photos absolument extraordinaires. Il avait réussi à la caler juste sur le Soyouz du tir de... Alors, bon, la Lune, c'est clair que c'est accessible, ça fait rêver symboliquement, et ça peut justement nous conduire à réfléchir à des étapes d'exploration, je dirais même, pas seulement exploration, expansion, développement de notre humanité. Un vrai projet de civilisation, un projet de société où on va le voir, je vais l'évoquer, penser le développement d'une économie, penser des activités scientifiques bien évidemment, et des développements technologiques. Alors, ce concept de village lunaire, il est parfois un petit peu compliqué à appréhender, parce que quand on parle de mission lunaire, mission spatiale, on a toujours en tête quelque chose d'assez bien défini, avec un début, une fin, on écrit un programme, il y a des requirements, une liste de choses à faire, on sait comment ça va se passer, alors que là c'est un concept complètement ouvert. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec vous, d'essayer de promouvoir l'idée le plus largement possible. Et puis demain, je vais avoir la chance de pouvoir interagir aussi avec des industriels, peut-être certains sont présents aujourd'hui, pour voir qu'on peut réfléchir à ce concept ouvert, qui n'est pas un projet spatial, une mission spatiale comme une autre. C'est ouvert. C'est ouvert à différents utilisateurs, avec différents intérêts, avec différentes contributions, qu'ils soient du monde du spatial, qu'ils ne soient pas du monde du spatial, à des intérêts, je dirais,
institutionnelle classique d'une agence spatiale, faire de la science, faire du développement technologique, mais aussi à des intérêts d'autre nature. Allez, imaginez, je parlais de commencer à penser une économie de la banlieue de la Terre. Économie de la banlieue de la Terre et une économie de l'eau sur la Lune, parce qu'à partir de l'eau qui est dans les pôles, hein, de l'eau glacée, de la glace d'eau, cette eau, elle peut être utilisée en la séparant en électrolyse, oxygène, hydrogène. L'oxygène peut être un très très bon carburant pour justement aller plus loin pour les explorations plus lointaines, pour éviter d'avoir tout à emmener sur la Lune ou depuis la Terre pour explorer davantage. Une économie de l'eau, une économie de l'énergie, bien évidemment. Vous avez évoqué les panneaux solaires, et il y a une économie de l'énergie même au-delà, puisqu'il y a des réserves d'hélium-3, semble-t-il, sur la surface de ce satellite, et qui pourrait être éventuellement, potentiellement utilisable quand on pense à la fusion nucléaire qui est en train d'être dans une étape de démonstration à Cadarache, avec le ITER, le grand démonstrateur de fusion nucléaire, des ressources d'eau d'autre nature, et puis, bien évidemment, quand je montrais les images tout à l'heure de ça c'est nous, terriens, qui rêvons de la Lune, mais on peut tout à fait imaginer, depuis la Lune, rêver d'un lever de terre à l'horizon de la Lune, donc penser à du tourisme lunaire, et pourquoi pas à tout ce que le multimédia, l'immersion dans ces mondes pour nous permettre de découvrir. Donc il va falloir penser comment ça peut se mettre en œuvre, comment des partenaires petit à petit vont s'accrocher à ce projet, y participer. Donc c'est pas une coopération préétablie dès le départ, hein, c'est des gens qui petit à petit vont apporter leurs idées. On n'aura pas défini toutes les régulations et toutes les règles de ce projet. Ça va se construire au fur et à mesure où les villageois et ceux qui ont un intérêt s'en approchent. Donc une architecture ouverte, une communauté internationale très très large. C'est pour ça que j'ai montré la Chine tout à l'heure. Aujourd'hui, la Chine ne fait pas partie des 5 partenaires de la Station spatiale internationale, pas plus que l'Inde. Alors que quand on envisage ces projets d'exploration, c'est vraiment des coopérations très très ouvertes. Et la nécessité d'avoir des interfaces minimales pour qu'il y ait une espèce de service public à disposition de chacun des utilisateurs. Voilà, c'est un petit peu les mots-clés de ces opérations en surface de la Lune. Donc l'exploration, vous voyez qu'elle est complétée par bien d'autres éléments qui nous permettent d'avancer. Et quand on évoque ce village sur la Lune, c'est pas simplement pour l'intérêt qu'il représente d'être sur la Lune, mais on peut y apprendre beaucoup pour mieux gérer nos problèmes au sol, et on peut mieux se préparer à l'avenir pour aller sur des planètes plus lointaines. Je ne parle pas des exoplanètes, ça sera pour les générations suivantes du XXIe siècle, parce qu'il faudra avoir des moyens de propulsion qui ne sont pas encore à disposition, mais en tout cas la planète Mars d'ici la fin de ce siècle. Et puis c'est un projet qui nous oblige à penser notre humanité. Je disais projet de civilisation, projet de société, parce que bien évidemment, ce sont des paradigmes nouveaux de coopération, de gouvernance, des schémas de gouvernance globale, dont tout le monde dit que on n'y est pas tout près encore aujourd'hui, qu'on ne sait pas trop faire dans notre génération. Et c'est quelque chose qui est très inspirant, je trouve, à penser, à s'engager pour la nouvelle génération. Alors je vous montre un petit film qui est un film de synthèse, bien évidemment, aujourd'hui, mais de réflexion au sein de l'Agence spatiale européenne pour nous emmener, nous rapprocher de ce satellite de la Terre. Alors bien évidemment, il va falloir s'en approcher avec des gros lanceurs au départ, et puis ensuite désorbiter ce qu'on appelle des landers qui vont venir se poser sur la surface de la planète. Porteurs, dans un premier temps, grâce à des systèmes automatiques, robotiques,
des premiers éléments du développement de l'infrastructure, là une infrastructure gonflable. Et là, vous voyez par exemple le type de robot qui permettrait, avec un rover qui se déplace, d'utiliser la poussière qui est sur la surface de la Lune, ce qu'on appelle le régolithe, comme matériau qui permettent, par une imprimante 3D, de fabriquer un matériau suffisamment protecteur et résistant, par système de frittage en particulier à l'énergie solaire, pour protéger les habitats des radiations et puis des variations de température. Donc on peut tout à fait imaginer, si on se lance assez rapidement, d'avoir une première phase d'une dizaine d'années de construction par des robots, de la robotique avancée avec de l'intelligence artificielle, et puis qu'ensuite les premiers équipages arrivent, et raisonnablement une utopie qui est une utopie réaliste. On pourrait se dire qu'à l'horizon 2030, il pourrait y avoir un premier équipage qui viendra ouvrir le premier habitat construit, un premier habitat qui sera sûrement très rudimentaire de ce type-là. Et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on était au-delà de l'exploration. C'est vraiment une phase nouvelle pour moi, une phase d'expansion, développement de civilisation. C'est pour ça que je remets le mot d'économie lunaire à penser. Donc au-delà des aventures scientifiques et des développements technologiques, d'aller vers cette contribution à la sustainabilité, la durabilité, je ne sais même plus quel mot on emploie en français pour dire la pérennité de cette infrastructure permanente sur la Lune. Alors, il va falloir qu'on fasse des propositions pour construire ce village lunaire. L'Agence spatiale européenne peut changer de rôle à un moment donné sur une idée comme ça. Aujourd'hui, on est des réalisateurs de programmes spatiaux. Là, on serait plutôt dans le cadre de facilitateurs de connexion entre les différents partenaires. Et déjà collecter un petit peu toutes les idées qui viendront de tous les côtés. Et ça fait un petit peu partie de l'expérience qu'on a ensemble aujourd'hui. D'essayer de proposer quelques régulations de base et en particulier des régulations, moi, qui me tiennent à cœur, et je pense qu'à vous aussi, parce que la Lune me fait toujours tellement rêver, je la trouve toujours tellement belle quand on la regarde depuis le sol, ou depuis la Station spatiale internationale, où on a la chance de voir 16 levées de Lune par jour, puisqu'on fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour, en raison d'une orbite en 90 minutes. C'est de préserver ce satellite de notre Terre. Et il y a un traité aujourd'hui des Nations Unies, le Space Treaty, qui a été signé en 1967, qui dit que la Lune et les corps célestes autres, d'ailleurs, sont du patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, des régulations sont en train de se mettre en place, en particulier aux États-Unis, puis au Luxembourg, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour essayer d'envisager comment on peut quand même permettre à des partenaires qui voudraient utiliser, exploiter des ressources sur la Lune, j'ai parlé de l'hélium, j'ai parlé éventuellement de terres rares sur des astéroïdes, comment il pourrait y avoir une propriété de ce qui est extrait, de la ressource extraite. Il n'y a pas bien sûr d'appropriation de la surface ou du corps céleste en lui-même, mais éventuellement de la ressource qui en serait extraite. Bon, la protection de la planète, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de contamination ou de dégradation, et puis bien évidemment des régulations pour que l'usage et l'habitation de ce village soit à des fins exclusivement pacifiques, ce qui est le point de toutes nos coopérations dans le domaine spatial de l'exploration. Voilà, où est-ce que je veux vous emmener? Oui, c'était pour passer à un petit peu où on en est aujourd'hui. Quelles sont les briques qui nous permettent d'avancer vers la réalisation de ce concept? Alors, je disais, les agences spatiales, bien évidemment, elles sont intéressées par la science. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité scientifique? Et il y a un très beau papier, pour ceux qui sont intéressés, qui a été publié au mois de juin de cette année,
par Ian Crawford, je n'ai pas mis son nom, Ian Crawford, qui liste un petit peu l'ensemble des activités scientifiques qu'on peut mener sur la Lune. Alors on peut imaginer tout à fait un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, il n'y a pas de perturbation liée à l'atmosphère, il y a une stabilité qui permettrait vraiment d'aller dans l'espace lointain, explorer le système solaire. Alors d'une façon peut-être plus satisfaisante que des gros, lourds télescopes très, très importants qu'on est en train de développer. La Lune, vous le savez, c'est une partie de notre histoire de la Terre également. C'est un lieu qui n'a pas d'atmosphère, qui est un marqueur par les cratères d'impact des météorites de toute l'histoire et la datation de notre système solaire. Donc mieux le connaître, ça nous permettra d'avoir des éléments de complément sur la datation de notre système solaire. On est à 1/6 de gravité, donc c'est des sciences du vivant, de la physiologie à examiner différents de ce qu'on connaît dans les laboratoires en microgravité de la Station spatiale internationale, où on est à 10 puissance moins 3G, là on est à 1/6 de G. Donc c'est une nouvelle exploration de la capacité d'adaptation de l'organisme vivant. Et puis bien évidemment, ça nous permet de nous préparer aux missions plus lointaines. Alors j'ai évoqué tout à l'heure où on en était aujourd'hui avec, au-delà de l'orbite basse, le Deep Space Gateway, ce portail vers l'espace lointain. Puis j'ai rajouté Orion, comme on dit en français, qui est le vaisseau qui sera envoyé dans cet espace plus lointain que l'orbite basse. Et je signalais simplement Orion parce qu'on dit toujours, enfin vous verrez dans les publications NASA que c'est le véhicule développé par la NASA pour accéder à une orbite plus lointaine que l'orbite basse. Le module de service de Orion, c'est l'Europe qui le construit. Donc sans le module de service, il n'y aurait pas de propulsion, il n'y aurait pas de contrôle. Donc l'Europe a une partie prenante très très importante sur Orion, ce qui n'est pas toujours dit et véhiculé. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, c'est du cislunaire. On est autour de la Lune. Le Deep Space Gateway, c'est la proposition des Américains. Et puis, l'Agence spatiale européenne est intéressée à y participer. Nos amis japonais, russes et canadiens également, les 5 partenaires de l'ISS. Mais bien évidemment, en étant en orbite autour de la Lune, c'est quelque chose qui peut permettre de préparer aussi l'accès à la surface. Donc, à préparer ce que j'ai évoqué précédemment. Au sein de l'Agence spatiale européenne, on est en train de préparer avec les partenaires russes de Roscosmos notre premier lander, atterrisseur sur la Lune, qui s'appelle Lunar Resource, et qui est prévu pour un embarquement, je crois, en 2022-2023. Donc là, on est en phase de préparation, donc on aura un lander. On vient de lancer un call, un appel à proposition pour ce qui s'appelle ISRU, dans notre langage In Situ Resource Utilization. C'est-à-dire qu'on ne va pas emmener depuis la Terre tout ce dont on aura besoin pour construire ce village, y vivre, soutenir l'activité, qu'il va falloir être très innovant pour utiliser les ressources in situ. J'ai parlé des régolithes tout à l'heure pour en faire un matériau de construction. Il y a aussi de l'eau dans le régolithe. On peut utiliser différentes surfaces, différentes substances. Et donc voilà, on a lancé un appel pour produire de l'eau buvable et de l'oxygène respirable à l'horizon de 2025 en embarquant avec nous justement des partenaires industriels qui ne soient pas les industriels classiques avec lesquels on a l'habitude de travailler dans le milieu spatial. Donc c'est ce qu'on appelle de l'approvisionnement, du procurement, un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire à l'agence et qui est voilà, un démonstrateur un petit peu pour la suite. Et puis on a quelques partenariats là aussi qui nous permettent d'avoir des phases A, c'est donc le début de réalisation des démonstrateurs pour l'exploration habiter sur la Lune, et ça c'est en partenariat avec nos amis japonais et nos amis canadiens. Et ce lander qui s'appelle Héraclès, qui est en phase A pour l'instant, est quelque chose qui pourrait se détacher du Deep Space Gateway dont je parlais tout à l'heure, en orbite cislunaire, pour venir se poser sur la surface de la Lune et remonter
vers le système en orbite, comme c'était le cas dans les vols Apollo, avec les orbiteurs qui récupéraient les ascents qui revenaient de la surface. Donc on a réellement des choses aujourd'hui en cours d'élaboration qui sont ce qu'on appelle des building blocks, des blocs de construction de ce concept du village lunaire. Et on est en partenariat aussi avec SSTL, Surrey au UK, pour nous fournir un réseau de télécom et de navigation en orbite lunaire pour pouvoir transmettre toutes les informations dont on aura besoin pour l'implémentation de ce système. Un petit clin d'œil à l'EAC, où j'ai passé quand même quelques années aussi de ma vie, qui est le European Astronaut Center, qui est en Allemagne, près de Bonn, et qui a un joli programme d'innovation présidé et dirigé par les astronautes qui ne sont pas à l'entraînement aujourd'hui ou pas en mission, mais qui ont une activité d'astronautes porteurs de programmes au sol, qu'ils ont appelé le Spaceship EAC, avec en particulier des études d'architecture sur le sujet. Et à Cologne, dans ce lieu du European National Center, on est en train de construire une surface de 900 mètres carrés qui nous permettra de répéter des opérations lunaires, et en particulier l'utilisation du régolithe. Et on est en train de développer un habitat, le Flex Hub, qui va nous permettre de tester dans cet habitat un petit peu, pourquoi pas, les fermes verticales, en tout cas des supports vie clos qui permettront à la fois de fabriquer la nourriture, de faire pousser, de régénérer l'eau, de recycler tous les déchets. Le 3D printing dont je parlais tout à l'heure avec le régolithe lunaire. Et puis, on a déjà fait quand même des matériaux avec c'est pas du vrai régolithe lunaire, mais un matériau qui ressemble beaucoup. Donc ça marche, mais on a encore besoin d'ingénierie et d'aller plus loin. Donc là aussi, les jeunes ingénieurs sont appelés à venir se joindre à nos équipes. Là, je parlais des building blocks, des blocs européens, qui sont aujourd'hui donc des éléments qui nous permettent d'envisager cet avenir. Bien évidemment, nos partenaires internationaux, ils ont aussi leur apport. Bon, le Deep Space Gateway, j'y reviens pas parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Les Japonais, voilà, nos amis japonais, c'est la vision qu'ils proposent. Ils osent l'avenir dans les 20 ans qui viennent. Et vous voyez qu'ils partent du Deep Space Gateway, ils descendent justement avec ce Human Lander dont je vous ai dit qu'on était en coopération de développement avec eux pour les positionner sur la surface lunaire et y développer une base lunaire. Et ils ont des missions de prospection pour aller trouver cette glace, cette eau glacée, qui permettra ensuite d'avoir de l'oxygène. Donc il y a des missions de prospection qui sont prévues pour 2022. Et là aussi, de leur côté, ils réfléchissent à l'horizon de 2030 d'avoir des usines de production de carburant pour la suite des choses. Nos amis chinois, ils sont déjà allés sur la Lune. Là, c'est la Panjad et la sonde Chang'e qui avait déposé un petit rover. Ils se sont pris mutuellement en photo, le lander sur la surface et la sonde. Et eux aussi ont des étapes avec des objectifs qui sont d'explorer d'abord, voir un peu où peuvent se trouver les meilleurs lieux de ressources, établir les plateformes qui vont permettre de s'y installer, et puis ensuite de valider justement la pérennité de l'installation en utilisant les ressources en surface. Voilà un petit peu ce que proposent les Chinois. Là aussi, c'est un horizon de 2030, au-delà de 2030, de développer là aussi ces usines et ces lieux d'utilisation de ressources. Donc on est tous un peu sur les mêmes idées, chacun pour l'instant ayant sa contribution. L'idée du village lunaire, vous l'avez compris, c'est de regrouper tout ça, de mettre tout le monde ensemble pour un partenariat global et quelque chose qu'on réaliserait en commun avec un esprit villageois. Nos amis russes, ils ont eux aussi des idées sur des bases lunaires et une base permanente, là aussi avec des phases successives.
Et puis nos partenaires indiens, pour l'instant ils sont sur du vol automatique, mais nos partenaires indiens font de gros progrès et ils font des très beaux lancements en ce moment de missions scientifiques et de missions automatiques magnifiques. Et donc la Lune, ils y sont déjà allés avec un Chandrayaan 1 il y a quelque temps, et là ils prévoient, qui était un orbiteur, et ils prévoient un landing soft sur la Lune à l'horizon, je ne sais plus, ça va être du 2022 aussi, ça arrive rapidement. Ça, c'était les partenaires traditionnels de l'espace. Mais l'espace aujourd'hui, il est ouvert à des partenaires qui sont pas traditionnels dans notre milieu, qu'on a vu apparaître depuis une petite dizaine d'années. Vous avez peut-être vu, pour les jeunes gens, qu'il y a eu un Google Lunar X Prize. Mais là, c'est un petit peu trop tard pour candidater aujourd'hui, puisque l'idée de ce prix lunaire, c'est de faire en sorte de faire atterrir sur la Lune, c'est prévu pour début d'année prochaine, un petit rover capable de parcourir 500 mètres, de prendre des images et d'envoyer les images. Et il y a 5 équipes aujourd'hui qui sont retenues, qui se sont achetées des tickets d'embarquement sur des lanceurs et qui vont donc relever le défi. Ça a été lancé en 2007, ça devait partir d'ici la fin de cette année. Ils viennent de repousser, ça sera premier trimestre 2018. Mais voilà, et en parlant de partenaires pas classiques, si vous allez sur le site du Google Lunar X Prize et que vous regardez l'équipe européenne qui s'appelle PTS, une équipe allemande, Part-Time Scientist, ils sont sponsorisés par Audi et le petit rover affiche les 4 anneaux de Audi. Bon, ça donne une bonne visibilité à ces motoristes et ces spécialistes de la mobilité terrestre, mais très intéressés par la mobilité d'autres natures. Alors là, je vous ai mis aussi un petit peu tout ce dont on entend parler. Ce qui est en haut à droite, c'est sur l'île d'Hawaï, la possibilité de faire un analogue pour tester toutes les composantes du village lunaire. À gauche, c'est Amazon, Jeff Bezos, avec son système Blue Origin, et il a déjà dit qu'il se proposait pour être le payload delivery, c'est-à-dire celui qui permettrait d'apporter les charges utiles sur la Lune de façon régulière. Donc, comme le Amazon qui vous apporte vos colis à la maison, le Amazon de la Lune, Blue Origin, c'est le même, c'est Jeff Bezos qui a déjà des projets. En bas à gauche, ça c'est Elon Musk qui, l'année passée au Congrès international, nous avait embarqué sur la mission martienne sans retour. Elon Musk fait vraiment des choses absolument extraordinaires. Parfois, il a vraiment un temps d'avance, mais ça nous challenge, ça nous oblige à penser différemment et à être innovants. Et cette année, au Congrès, il a présenté sa Moonbase Alpha. Donc voilà, une mission de construction d'une base sur la Lune. Et avant ça, un embarquement pour un voyage sans atterrissage sur la Lune de 2 personnes millionnaires, milliardaires, peut-être même, je ne sais plus combien il faut pour se payer un voyage vers la Lune. C'est 20 millions d'euros pour aller sur la Station spatiale internationale. Je ne sais pas combien coûte la mission autour de la Lune. Et ça, c'est sa Moonbase Alpha. Et puis Bigelow, qui construit ses habitats gonflables. Et il y en a un qui est actuellement en test sur la Station spatiale internationale, qui a été testé par les astronautes, voir si la pressurisation, la protection contre les météorites permettrait éventuellement d'envisager des stations gonflables ou des structures gonflables, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la surface. Donc ça, c'est des partenaires pas habituels. Voilà, on les voit défiler. Regarde. Et j'ai évoqué tout à l'heure cette économie d'une base lunaire quand elle sera constituée à la fois sur le solaire, sur l'eau, l'exploration minière. C'est vraiment un sujet que vous avez dû lire un petit peu dans les journaux aujourd'hui. On en parle beaucoup, et en particulier on en parle beaucoup en Europe parce que le Luxembourg vient de se doter d'une loi, je le disais tout à l'heure, qui permet
de faciliter l'appropriation des ressources qui seraient extraites des astéroïdes ou de la Lune. Et voilà, ils ont l'idée et ils sont en train de mettre en œuvre l'exécution, et c'est vraiment, ils peuvent nous aider à avancer sur cet aspect d'une économie off-Earth, donc en banlieue de la Terre, une économie lunaire. Voilà, pour eux, la demande est effectivement importante, et ils vous décrivent les mêmes partenaires que ceux que j'ai évoqués. Ils ont rajouté d'ailleurs les Émirats arabes unis, qui effectivement ont des plans pour aller sur Mars et des plans de colonisation, de settlement, d'implantation, mais à l'horizon de 2050 pour eux. Voilà, des matériaux nouveaux, la miniaturisation, le manufacturing additif, le 3D printing, des nouvelles technologies très, très avancées, et qui font qu'ils ont trouvé des réponses à cette question: comment utiliser, promouvoir une utilisation, une économie sur la Lune. Donc ça, c'est de la réflexion qui n'est pas de la réflexion agence spatiale, mais qui est concordant avec ces idées de construire un village sur la Lune. Pour l'instant, je vous l'ai dit, ça n'est ni un projet ni un programme, c'est une idée, c'est un concept. On en discute et il y a des échéances importantes. L'année prochaine, en 2018, il y a une grande réunion politique qui s'appelle ISEF, International Space Exploration Forum, qui aura lieu au Japon. Et là, ça peut être l'idée pour faire mûrir ce partenariat politique, cette idée politique globale. Et pour moi, l'année 2019 me paraît une année importante, symbolique. C'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc je trouve que 2019 serait une belle année appropriée pour pouvoir commencer à lancer un engagement au-delà du concept sur ce village lunaire. Mais on est dans une phase où on est effectivement dans l'attente de toutes les contributions, de toutes les idées. Alors, le directeur général de l'Agence spatiale européenne a proposé au dernier congrès international une déclaration d'intérêt, qui n'est pas une déclaration à participer de façon formelle ou engagée au projet, mais voilà, de dire il y a un intérêt à réfléchir ensemble à comment faire mûrir, avancer, qu'est-ce que je pourrais apporter à ce projet, comment je pourrais y contribuer. À la fin, sur une des slides, il y a mon mail, et puis là aussi, vous avez sur Moonvillage, esa.int, la possibilité d'avoir accès à cette déclaration, si certains d'entre vous ont envie de montrer leur intérêt au concept. Et puis, il y a une association qui s'est créée, indépendante de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle la Moonvillage Association, qui a un site, là aussi. J'ai laissé le contact chinois parce que j'étais à Shenzhen la semaine dernière où j'ai présenté le projet. J'avais mis le contact chinois. Voilà, qui sont des promoteurs et là aussi essayant d'organiser le concept. Alors je vais bientôt terminer. J'avais mis quelques petites phrases générales. Pas prendre trop de temps. Oui, sur cette slide-là, simplement j'ai évoqué tout à l'heure Elon Musk en disant que c'était quelqu'un qui nous challengeait et qui nous faisait bouger. Et j'ai relu récemment, vous l'avez peut-être vu sur YouTube, il y a des fois les tips de Elon Musk ou Bill Gates, qu'est-ce qu'il donne comme recommandation pour ce prochain année. Et il y a une présentation des 10 tips d'Elon Musk. Et je trouve qu'il devrait signer la déclaration d'intérêt, parce que ça correspond assez. Dans les tips pour réussir d'Elon Musk, je les ai renotés. Il dit le premier, n'abandonnez jamais. Donc moi je démarre, mon rôle d'ambassadeur, je ne vais pas abandonner avant d'être allé plus loin, n'abandonnez jamais. Aimez ce que vous faites, ça je le dis aussi pour les jeunes, ça fera partie de votre bagage. Oui, mais bien évidemment, n'écoutez pas les petites personnes qui vont vous dire « mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas pour vous ». Le troisième point, je crois que c'est important, prenez des risques, bien évidemment. C'est comme ça qu'on part à l'aventure, qu'on découvre des choses et qu'on va au-delà de ce qu'on sait déjà faire. Faites quelque chose d'important. Ouais, il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision, faire quelque chose d'important.
Concentrez-vous sur les choses qui vous tiennent à cœur. Alors, de temps en temps, il faut s'accorder des petits espaces de liberté, mais quand même, quand on va aller quelque part, il faut se concentrer sur son objectif. Recherchez les solutions à vos problèmes. Et ça, c'est vrai, parce que des créateurs de problèmes, il y en a beaucoup, des concepteurs de problèmes, mais il faut plutôt rechercher les solutions. Attirez vers vous les bonnes personnes. Ça, bien savoir s'entourer, je crois que c'est important, il faut tous qu'on le retienne. Son 9e tips, c'est ayez un bon produit à proposer. Bon, les 3 jeunes équipes qu'on a vues aujourd'hui, ils ont des bons produits. Il faut les proposer, il faut les porter plus loin. Moi, je crois que le village lunaire, c'est un bon produit, c'est un bon concept. Pour ça, je me mobilise. Et son 10e tip, c'est travailler très dur. Oui, ça, je crois que c'est... Pour tout le monde, on doit y aller, mais voilà, je trouvais que Elon Musk me redonnait de l'élan pour aller plus loin sur l'idée. Alors, à ces idées d'Elon Musk, je rajoute trois éléments personnels pour conclure, qui, moi, m'ont aidé je les ai acquis au fur et à mesure de mes expériences. La diversité et l'ouverture. C'est quelque chose d'important. La diversité, pour moi, c'est pas simplement la diversité de genre, même si souvent je la mets en avant. C'est la diversité de culture. J'ai la chance de m'entraîner avec des Russes, des Américains, des Européens de différentes nationalités, de côtoyer des Indiens, des Chinois. Donc cette diversité de culture, elle est importante. Et puis la diversité de background, ou la diversité de disciplines. Je suis entraînée avec des bombardiers ex-soviétiques, pilotes de chasse, pilotes de l'armée de l'air, tout autant qu'avec des géologues ou avec d'autres médecins. On était quelques-uns. Voilà, des formations très différentes à se compléter. Donc, diversité, c'est important. Diversité et ouverture. Ce que je disais tout à l'heure, laisser les portes ouvertes, c'est pas parce qu'il y a effectivement différents types présents dans une équipe. Si l'équipe ne communique pas, si on n'est pas dans une culture d'écoute de l'autre, ce que j'appelle la culture du oui et. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas votre démarche habituelle, souvent on dit oui mais, et dire oui et pourquoi pas, et que ça aide à aller un petit peu plus loin. Ça, c'est l'ouverture liée à la diversité. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, c'est l'authenticité dans sa démarche, dans ce qu'on fait, dans ce à quoi on croit, ce qui permet de le faire avec responsabilité, en se posant les questions éthiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a quand même des pouvoirs importants aujourd'hui, donc un agir technologique qui nécessite qu'on ait une réflexion sur ce vers quoi on s'engage et ce qu'on a apporté comme nouveauté, comme élément de connaissance peut éventuellement dériver parfois, et on peut avoir certains doutes aujourd'hui. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, l'authenticité, elle me paraît importante pour exercer cette responsabilité. Et souvent on dit, on est dans une société de data, il y a des data partout, il faut les analyser, il faut les miner, les miner. Et ces data, c'est pas de l'information, donc on dit de data, il faut aller à l'information. L'information, c'est pas tout à fait la connaissance. Le 3e step, c'est la connaissance, data, information, connaissance. Moi, j'en rajoute un 4e qui est être des interprètes. Vous l'avez évoqué quand vous disiez la relation entre la science et la société tout à l'heure, de simplement donner un résultat scientifique, sans faire l'effort de trouver le langage qui permette de le véhiculer, donc d'être des interprètes de nos résultats scientifiques ou de nos valorisations technologiques. C'est dangereux de ne pas associer l'aspect d'interprétariat. Donc que ce soit l'ingénieur, que ce soit le scientifique, il faut qu'il ait aussi cette capacité à trouver le langage pour aller dans l'interprétation de la connaissance. Et puis le 3e point qui a guidé ma vie, c'est l'audace. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, il faut, je disais, prendre des risques, un petit peu avoir audace de bousculer, même s'il y a beaucoup d'incertitudes.
Et on dit qu'on est dans un monde VUCA en ce moment, le V étant volatilité, le U c'est le U de uncertainty, c'est l'incertitude, le C celui de la complexité et le A celui de l'ambiguïté, le monde VUCA. Mais c'est vrai que le 21e siècle est un monde VUCA. Mais je trouve qu'il y a des vertus à l'incertitude. Vertus à l'incertitude parce que c'est des fenêtres ouvertes sur la liberté, la créativité, le libre arbitre, justement, responsabilité, authenticité dont je parlais tout à l'heure. C'est clair que pour l'incertain, il faut s'outiller. C'est pas toujours la formation, même si les écoles d'ingénieurs ont évolué aujourd'hui et donnent des éléments, des outils pour affronter l'incertain. Je crois qu'il faut aller chercher cette intelligence collective, mais vous nous l'avez bien montré dans les projets. Intelligence collective, c'est à la fois des individus et puis l'intelligence humaine associée aux intelligences auxiliaires de l'intelligence artificielle. Donc ces intelligences collectives et puis l'audace de voir les invisibles. Alors je finis toujours par quelque chose que j'ai écrit parce que sinon j'en oublie en cours de route. Avec tout le respect que j'éprouve pour le cartésianisme, l'esprit critique, le rationnel, ça vous l'avez compris, j'ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels où le non rationnel n'était pas irrationnel, où le non logique n'était pas illogique, où le non vécu n'était pas invivable, où le non réalisé n'était pas irréaliste, où l'improbable pouvait devenir un possible et où l'imprévu pouvait être inespéré. En fait, j'ai rêvé et c'est devenu une réalité. Merci. J'ai débordé mon temps de parole, mais on a peut-être encore un peu de temps pour des questions. On va prendre quelques questions, si vous voulez bien. Je vais ouvrir le bal des questions avant que... Sur la Lune, avec le village lunaire, comment est-ce qu'on se protège des météorites et autres? Alors, vous avez peut-être lu ça récemment, ça a été publié. On savait qu'il y a des tunnels de lave déjà sous la surface lunaire. Donc, certains envisagent de construire les habitations dans ces tunnels. Et les Japonais, je crois, ont fait une publication récemment en prouvant l'existence effectivement d'un tunnel très très long qui permettrait, pourquoi pas, d'y installer des habitats. Alors après, quand je parlais du village lunaire, c'est pas un lieu unique. Parce que si on veut exploiter et utiliser la glace pour avoir de l'eau, c'est au niveau des pôles. Si on veut construire un radiotélescope, c'est la face cachée de la Lune. Si on veut extraire, je sais pas, aujourd'hui on a des sondes qui orbitent ou qui commencent à explorer la surface pour faire un petit peu une cartographie des ressources. Donc il y aura des choix de sites en fonction de l'intérêt de celui qui contribue au village. Et donc, aujourd'hui, protection radiation, protection température, on l'envisage avec ces matériaux nouveaux, en particulier du régolithe, ou alors en se protégeant effectivement dans des lieux plus profonds. Et les météorites, les scientifiques en sont vraiment un grand appétit. Là, le travail sur les cratères, les impacts de météorites, c'est vraiment quelque chose qui nous permettra de beaucoup mieux dater notre système solaire. Et on est encore très très ignorant sur la datation de notre propre système solaire. Une question là-bas. Ouais. J'ai une petite question. Quand on voit ce qu'on a fait sur la Terre, notamment épuiser les ressources qui existaient, la guerre économique qui peut exister, les vrais conflits armés, etc., qu'est-ce qui peut nous donner confiance dans le fait qu'on ne va pas exporter ce type de modèle sur la Lune?
C'est là où je disais que les agences ont un rôle particulier à jouer pour préserver l'esprit peaceful, donc pacifique de l'utilisation, de mettre certaines régulations pour qu'on préserve ce patrimoine de l'humanité. Et bon, il y a un intérêt à travailler effectivement dans une alliance entre des intérêts privés et des intérêts public, institutionnel. La puissance publique institutionnelle doit être garante de ce patrimoine de l'humanité et de son utilisation pacifique. Après, quand on envisage un projet de société, de civilisation comme celui-ci et sa durabilité, sa pérennité, bien évidemment, ça se réfléchit en termes d'économie. Vous ne pouvez pas imaginer simplement sur des objectifs scientifiques entretenir une infrastructure permanente sur la Lune. Ça sera une infrastructure de petite dimension. C'est éventuellement une base, comme on connaît les bases en Antarctique. Mais on sait que là aussi, c'est difficile à financer, les bases en Antarctique qui sont des bases scientifiques. Donc, la capacité d'explorer et d'expandre et d'aller au-delà amène à réfléchir à l'économie lunaire. C'est pour ça que je l'ai évoqué dans ce projet. La pérennité, la durabilité, c'est pas une fuite de notre planète. Oui, ça, je l'ai pas dit, mais ça fait pas du tout partie des objectifs. Certains, Elon Musk, quand il parle de Mars, il dit un jour ou l'autre, il faudra évacuer notre planète. On a quand même encore quelques milliards d'années d'énergie solaire qui permettront à la planète d'exister. Donc c'est pas du tout une fuite, mais moi j'essaie d'être optimiste et je pense qu'on peut l'être, de se dire que cette implantation permanente sur la surface de la Lune peut nous permettre de résoudre aussi des problèmes au sol. Quand je parle de technologies innovantes, probablement disruptives, parce que c'est un environnement quand même hostile, où il faut penser les choses différemment sur le recyclage des déchets, sur la fabrication de l'eau, la meilleure utilisation de ressources. Tout ça, c'est des choses dont on a besoin sur Terre. Et moi, je suis convaincue que ce qu'on apprendra sur la Lune nous aidera aussi à résoudre des problèmes sur la Terre. Et on a pas mal d'intérêts d'entreprises dont je disais qu'elles étaient non spatiales, parce que c'est vrai que c'est un environnement qui pousse à l'innovation, donc qui peut nous permettre, là encore, de faire des progrès et de développer. Je pense qu'effectivement, ça ne peut pas être laissé qu'à une stricte économie privée et que la puissance publique doit être présente pour être garante. Et c'est un des rôles des agences, bien évidemment. Après, ça reste à construire, la gouvernance globale. On se pose la question de la gouvernance globale. On a l'exercice du changement climatique aujourd'hui, qui est un des premiers exercices de réflexion de gouvernance globale. C'est du même ordre, hein, celui de la gouvernance globale sur un village sur la Lune. Je voulais savoir quel type de conception en termes de production d'énergie il est prévu sur la Lune. Parce que vous avez mentionné de l'hélium-3 qui pourrait être amené sur Terre pour faire de la fusion. Mais est-ce qu'on peut imaginer des petits réacteurs de fusion sur la Lune? Alors, il y a des propositions, enfin des réflexions sur, effectivement, pas de la fusion, mais par contre des petits réacteurs nucléaires pour apporter de l'énergie à un moment donné. Sur ce qui est de l'exploitation des ressources de la Lune pour les ramener au sol, hein, ça, moi, pour l'instant, j'ai pas tous les éléments techniques. Il faut qu'on y réfléchisse, qu'on réfléchisse avec, par exemple, les équipes au Luxembourg qui travaillent. Ramener des choses, c'est pas complètement évident. Bon, l'hélium, ça sera en petite quantité, mais des petites quantités sont suffisantes pour ce qui concerne la fusion nucléaire. Vous savez la difficulté de la fusion nucléaire déjà au sol, quelle que soit la technique, avec les tokamaks ou en laser. Je crois qu'on n'en est pas à imaginer la fusion nucléaire sur la surface lunaire. Je pense que ceux qui veulent
explorer et voir quelle quantité de ressources en hélium-3, c'est pour le ramener sur Terre, pour faire fonctionner les démonstrateurs qui sont en cours d'élaboration, à Cadarache en particulier sur le projet ITER. C'est pas pour de l'utilisation in situ. In situ, ce sera l'utilisation de l'énergie solaire et éventuellement donc des petits réacteurs nucléaires. Oui, c'est envisagé. Bonsoir. Vous avez parlé dans ce projet de la nécessité de faire appel à des partenaires autres que les agences, on va dire, étatiques. Et en même temps, quand on voit l'ampleur des défis technologiques, enfin, humains, etc., on se dit, est-ce qu'on va pouvoir exploiter toute la capacité d'innovation de l'humanité, parce que on a un peu l'impression que ça s'adresse qu'à des grosses entreprises, qu'à des gros systèmes, on va dire. Comment vous allez pouvoir concilier, je vois que vous avez votre email ici, la multitude d'idées potentielles de chaque être humain et la nécessité de faire appel à des gros machins, quoi, en gros. Oui. Quand j'évoquais le Google Lunar X Prize, où ils vont quand même mettre des rovers sur la surface de la Lune, PTE, c'est une petite équipe de jeunes chercheurs allemands. Bon, le système de l'innovation ouverte tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est que justement les grosses entreprises s'enrichissent aussi dans un écosystème où ils ont affaire à des plus petites entreprises, des PME, tout autant que des startups qui sont importeurs d'idées nouvelles. Donc c'est dans cet esprit-là que je dis c'est ouvert à toutes ces idées. Après, il faut pouvoir collecter toutes ces idées, faire un peu, je dirais, l'offre et la demande, qui est en capacité d'offrir une solution, comme je le disais tout à l'heure, et quels sont les besoins exprimés. Mais une agence étatique, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas elle qui va faire le business model d'une entreprise privée, que ce soit une entreprise de multimédia qui voudrait inventer une réalité augmentée à partir d'images de la surface de la Lune et de faire visiter depuis le sol en holographie ou technique immersive ce village, ou faire un film. Bon, je sais pas faire le bilan de ça. Les ressources d'exploitation minière évoquées au Luxembourg, c'est pareil, c'est un business d'entreprise, c'est pas un système étatique qui va intervenir sur ces sujets-là. C'est là où j'ai même pas employé le mot de partenariat public-privé, parce que je trouve qu'il est très connoté déjà avec des règles préétablies. Je parle d'alliance, parce qu'on sert un objectif commun. On sait que tout seul on peut pas y aller, et que c'est ensemble qu'on pourra y parvenir. C'est la même chose pour ce qui alimente l'intelligence de l'innovation, avec l'innovation ouverte qui fera appel à des petites structures qui vont bien sûr s'adosser à des structures plus importantes. On peut tout à fait envisager. Il y a Caterpillar, par exemple, aux États-Unis, qui est intéressé, bien évidemment. Moi, j'ai rencontré des gens de Technip qui développent des systèmes de forage et de construction qui sont intéressés. Mais quand on est dans un système d'innovation dans un environnement hostile, ça oblige à aller chercher les idées fraîches et les idées différentes, pas uniquement dans les départements de R&D de la grande entreprise. Enfin, je vais pas vous expliquer ça, vous le connaissez bien. Et c'est là où on s'enrichit dans cette innovation ouverte. Donc, les idées peuvent émerger d'un peu partout, d'autant plus qu'on aura besoin d'idées disruptives, out of the box, à cause d'un environnement très particulier. Le 3D printing qu'on a vu là, c'est des toutes petites équipes en Allemagne qui ont fait la première proposition. Le sintering en microwave et en 3D printing du regolith, c'est une toute petite équipe. Oui, excusez-moi, je suis juste devant. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour vos propos vraiment enrichissants et intéressants, et puis d'autre part parce qu'il y a derrière tout cela un message d'espoir qui est fondamental. En tant que sportif, je suis un éternel optimiste et conquérant. C'est l'ambition de tout sportif de haut niveau à un moment donné.
J'ai une question qui est un peu curieuse peut-être, mais quelle part de rêve accordez-vous à ces genres de programmes? Par ailleurs, je dirais, contrario, face à la partie d'espoir, mais face à la partie aussi de financement qui est nécessaire pour cela, pour arriver à ces ambitions-là et ces projets qui sont fantastiques. Et en même temps, quelle part de besoin pouvez-vous quantifier quelque part entre différents messages que vous avez pu recevoir d'autres pays qui concourent à ce beau projet ou qui travaillent en collaboration avec la station internationale? C'est un peu délicat comme question, mais finalement, je me demande, entre l'espoir et la nécessité ou le besoin, qu'est-ce qui fait vraiment avancer le système, quoi? Puisqu'on parle de sommes incroyables, on parle d'investissements importants à long terme, et qui parfois sont pour autant nécessaires, puisque sans espoir, on n'avance pas, on n'a pas de carotte, on n'a pas de motivation. Et... Ouais. Bon, c'est vrai que l'exploration, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est aussi du domaine de l'inspiration. Ouais, une vision, ça porte au-delà, oser l'avenir qui permet de réfléchir un petit peu plus loin que le futur immédiat ou des solutions déjà existantes. C'est quand même quelque chose de porteur. Alors, c'est pas pour évacuer la question, mais on parle toujours du retour sur investissement, toujours avec des investissements, je dirais, tangibles. Il y a aussi tout le retour intangible. Si vous reprenez les études qui ont été publiées à l'époque du discours de Kennedy, qui disait c'est pas parce que c'est facile qu'on le fait, mais parce que c'est difficile pour l'exploration lunaire. C'est là où vous avez vu apparaître la multiplication exponentielle du nombre de brevets, du nombre de jeunes étudiants, de jeunes chercheurs, et le développement de toute ce push technologique de cette époque-là. C'est lié à cette impulsion. Donc au début, un rêve de l'intangible a donné quand même dans les années suivantes une impulsion considérable, et d'ailleurs un leadership sur beaucoup de sujets liés à ce moment de 1969 et cette aventure. Donc ça, c'est pour la partie, je pense, très inspiratrice que peut présenter une télévision. Je crois qu'on en a besoin au XXIe siècle, d'avoir un petit peu des narratifs et des histoires positives et visionnaires pour nous embarquer. J'ai une petite composante sur laquelle j'ai pas trop insisté, mais je trouve que le fait que l'initiation de l'idée ait été une initiation européenne sur le concept de village lunaire. Après, l'exploration, elle est internationale, mais l'initiation de ce concept-là, je trouve que c'est un joli narratif pour l'Europe, de se dire que l'Europe, politiquement, a quelque chose à dire et à apporter dans une globalisation, ses propres idées, sa propre culture, sa propre façon de concevoir l'avenir. Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi d'éléments d'inspiration. Après, sur le coût, tout est relatif, parce que vous avez vu aujourd'hui, on est en train de diviser d'un ordre de grandeur les coûts. Quand vous avez Elon Musk, Jeff Bezos, qui font des propositions, le lanceur indien, il coûte pas très très cher. Donc déjà, nous, ça nous challenge notre communauté spatiale pour trouver des solutions qui accompagnent ce mouvement-là, bien évidemment. Ariane 6, réduction des coûts sur le lanceur européen, Prométhée, lanceur réutilisable, pour commencer à réfléchir à ce que d'autres ont proposé, ont ouvert des voies. Donc il y a des réductions des coûts. Il y a des coûts partagés, hein. Je parle d'institutionnel versus... donc on n'est pas dans un contexte effarant, comme vous avez employé le mot, je crois, c'est le mot que vous avez, je ne sais plus, enfin voilà. Je ne sais pas le chiffrer précisément aujourd'hui, parce que c'est un village qui va commencer tout petit, qui va d'abord être fait par des roues, puis ensuite c'est en fonction de ce que chacun va y apporter. Les lanceurs, on les construit de toute façon, hein. Le lanceur SLS, Ariane, le lanceur chinois, le Long March dans sa version 7, etc. Donc de toute façon, les lanceurs y sont. Les landers, on fait de la science, donc on a des landers, des rovers qui explorent, avec des drillers pour forer, tout ça, ça existe, fait partie. Donc après, c'est de l'adaptation à la partie habitée. C'est pas de construire un système support-vie qui va coûter le plus cher dans le schéma du village lunaire.
Donc il y a des réductions de coûts, il y a des contributeurs différents qui vont participer. Et puis, si vous demandez aux sociétés d'exploitation minière, justement, quelles sont les composantes de R&D ou d'exploration, de forage et tout, soyez surpris par les sommes que ça représente, qui sont même au-delà de ce que le secteur spatial peut parfois investir sur des programmes de R&D. Donc, oui, bien sûr, ça va coûter cher, mais c'est pour moi une utopie réaliste. Et quand c'est pas pour faire appel au peuple, mais dans certaines présentations, je rappelle que l'ensemble du budget de l'Agence spatiale européenne, sur l'ensemble de ses composantes, hein, lanceurs, satellites d'observation de la Terre, navigation, satellites de télécom, exploration, sciences, télescopes et tout, c'est 2 tickets de cinéma par an par citoyen européen. Quand j'ai dit ça à la Sorbonne une fois, après j'ai eu plein de jeunes qui sont venus avec moi, ils m'ont dit « Elle est où la plateforme de crowdfunding ?» Et je mets mes 2 tickets pour écrire le scénario, pour jouer dedans, ou au moins pour regarder le film. Promis. Merci. On va prendre une toute dernière question. Bonsoir madame, je vous ai reçu il y a 15 ans au Collège de France avec le professeur Alain Berthoz, que vous connaissez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Enfin moi je me souviens bien de vous, on avait pris le thé et ça. Alors, c'était mon patron de thèse, Alain Berthoz, voilà. J'ai ma thèse de neurosciences. Voilà, et donc... Alors, j'étais chargée des relations extérieures et je vous ai reçu. Alors, ma question va être un petit peu une part de rêve, très terrienne. Alors, je suis franco-canadienne, hein, donc... Alors, presque. Voilà. Vous savez sans doute que le gouverneur général du Canada est une astronaute. Oui. Julie Payette. Donc, la carrière d'astronaute mène à tout. J'ai vu sur vos slides que... on va aller sur la Lune, les villages lunaires, tout ça. Et le professeur Berthoz me disait toujours que j'étais très pragmatique et pertinente. Alors voilà, moi je suis une simple terrienne. Je voudrais savoir combien que ça me coûte si je veux aller passer des vacances sur la Lune. Voilà. C'est un peu fantaisiste, mais bon, voilà, ça termine sur une note. Alors combien ça coûte ? Je ne sais pas dire, il faudrait demander à Elon Musk, hein, puisqu'il a déjà prévu le voyage. Mais moi, combien de tickets de cinéma ? Ouais, combien de tickets de cinéma ? J'ai eu la chance de m'entraîner avec 2 touristes spatiaux quand j'étais à la Cité des Étoiles, près de Moscou. En particulier Mark Shuttleworth, qui est un jeune milliardaire, start-upper. C'était pas PayPal, mais c'était un soft qu'il a vendu très vite. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est lui qui d'ailleurs porte les aspects Ubuntu aujourd'hui, de logiciels libres. Et voilà, il s'était payé son vol spatial à bord de Mir. Il a volé Westimir, je crois, Mir. Il a volé 8 jours et c'était son rêve. C'était son rêve. Il a eu les moyens de se l'offrir. Et il était pas très curieux de tout. Il a appris le russe, il était impliqué, il connaissait vraiment très très bien les systèmes. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces moments avec lui. Et voilà, son rêve l'avait porté et il le réalisait. Alors, c'était 200 millions d'euros pour la station Mir. Donc, voilà, il faut vraiment soit gagner un gros loto, soit faire une très belle start-up, une licorne, parce qu'il faut que ça soit du domaine de la licorne. Ouais, ouais. Après, je pense que les vols suborbitaux, qui donc seront en dessous de l'orbite, dont on promet l'arrivée rapide, en particulier Virgin Galactic. Vous avez tous entendu parler de ces propositions. Alors, je ne sais plus, t'arrives $200 000, je crois, un vol suborbital. Puis après, vous avez le vol parabolique en avion qui, au lieu d'avoir une trajectoire habituelle, a une trajectoire en parabole. Et au sommet de la parabole, il y a 20 secondes de microgravité. Il y a 30 paraboles successives avec les 20 secondes de microgravité. Ça, c'est 5 000 €.
Mais ça y est, c'est commercialisé. Donc, si vous voulez faire un cadeau à votre mari pour votre anniversaire, pour le prochain anniversaire, vol parabolique, mais ça ne vous emmène pas sur la Lune. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a évidemment encore plein de questions, mais Claudie Ignoret va rester avec nous dans l'atrium et vous pourrez la retrouver en buvant un petit verre, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous invite donc à clore cette session. Alors je vais juste demander à tous nos ambassadeurs, là, les t-shirts blancs, de venir sur scène quand le public va s'en aller pour qu'on fasse une belle photo de vous tous. Gilles, si tu veux bien rester avec nous aussi, ça sera avec plaisir. Voilà, on va faire une photo des sponsors sponsorisés et boursiers de la Fondation. Je vous remercie encore d'être venu participer à cette soirée. Merci beaucoup, Claudie Ignoret, de nous avoir animés.